Du 30e sont pas plus importantes que celles du 21e ou moins importantes que celles du 31e. Vous voyez, je ne veux pas être un pouce depuis 30 ans. Je veux dire, l'émotion, elle est dans les expos, elle est dans les soirées, elle est dans les rencontres, elle est dans la mémoire. Je veux dire, elle est dans le journalisme aussi, l'émotion. Elle se doit d'être... Mais oui, vous savez, Eugene Smith, qui était un grand photographe américain, a écrit dans la préface de son dernier bouquin, Minamata, il a écrit cette phrase formidable, il a dit « objectivité ». Voilà le premier mot que nous devrions enlever de notre vocabulaire journalistique. Il faudrait tendre, et ce serait déjà pas si mal, à l'honnêteté. Je vais vous la refaire peut-être parce que sous prétexte de proximité, le rapport kilomètre-intérêt, sous prétexte que c'est à 200 km d'ici, je me dois de faire des expositions. Mais attendez, jamais personne ne m'a imposé quoi que ce soit. J'ai dit, je le répète, que je trouve que les photos sur les manifestations de Barcelone ne justifient pas une exposition. Ça ne veut pas dire que je nie la réalité de ces événements. Mais de là à entendre des conneries, on m'a traité de suppôt de Franco, on m'a traité on m'a dit que c'était Macron qui avait interdit que je parle de la Catalogne. Mais enfin, vous connaissez quelqu'un qui m'a interdit de faire quoi que ce soit à Perpignan? Donc c'est ma responsabilité, je l'assume. Mais les contre-vérités, les fake news que tous les sites ont balancé, les commentaires haineux, ridicules sur Facebook, sur Twitter, etc., ça va. Et les contre-manifestations qui s'organisent, comment on les percevez-vous, comment on les accueille? Je suis très heureux. On va voir beaucoup de photos de drapeaux, mais ça va être passionnant et j'irai les visiter. En 30 ans de Visa pour l'image, qu'est-ce qui a été construit dans ce festival? Peut-être une certaine forme d'éducation à l'image, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qu'on a vu grandir. Je ne sais pas, si vous prenez deux de nos plus merveilleuses réussites, quand vous voyez un garçon comme Nicolas Jimenez, qui a commencé comme gardien d'expo, il avait 17 ans. Ensuite, il a fait 2 ans à l'encadrement avec Éric Delpicot. Et puis après, il m'a appelé en me disant qu'il voulait venir travailler avec moi à Paris. Donc, je l'ai engagé pendant 5 ans, 4 mois par an. Et puis ensuite, il est resté à Paris, il m'a demandé de faire des stages. Il a été chez Cosmos, il a été chez SIPA, il a été au M, le magazine du Monde. À l'époque, ça s'appelait Le Monde 2. Et aujourd'hui, il est directeur de la photo au Monde. C'est un enfant de Visa. Vous prenez Fleur Olive, qui avait travaillé au bureau de Sylvie Grimbach, qui travaille maintenant, qui est grand reporter à Paris Match, et qui a été nommée au prix Albert Londres cette année. Elle était journaliste, elle a travaillé pour l'Indépendant, mais c'est une réussite formidable. Et la rencontre avec Match, ça s'est fait à Visa. Et des anecdotes comme ça, je peux vous en compter beaucoup. Et vous disiez aussi que Visa était toujours le haut lieu du photojournalisme pour la profession. Vous pouvez un peu développer? Si vous voulez, c'est vrai que quand vous voyez le nombre de professionnels qui viennent, je veux dire, vous voyez cette année, on a le service photo du Guardian, du Washington Post, du New York Times, du Frankfurter Allgemeine, le Match, Figaro Magazine bien évidemment, Le Monde, le Figaro, ils sont tous là. Donc ça prouve quand même l'intérêt que Visa représente pour eux. Et cette espèce de point de ralliement, de point de rencontre est devenu un rendez-vous obligé de la profession. Vous disiez qu'il y a 200 nouveaux dans la profession, même qui demandent... Non, j'ai pas dit 200 nouveaux, pardonnez-moi, soyons très précis. J'ai dit qu'on avait reçu 200 demandes de badges de gens qui venaient pour la première fois. Ça ne veut pas dire que c'est des mecs qui débarquent cette année, ça veut dire qu'en tout cas, ils considèrent qu'il faut qu'ils soient à Visa. Mais si vous voulez, ça montre le renouvellement des festivaliers, et donc ça veut dire qu'on n'est pas un festival de dinosaures, on est un festival qui vit, et on est un festival qui continue à exercer une attraction, y compris pour les nouveaux venants dans ce métier. Alors qu'il y a les droits voisins qui ont du mal à passer, que la conséquence... Oui, mais si vous voulez, je pense que
enfin, il y a des tas de problèmes, mais justement, le fait qu'il y ait tellement de nouveaux photographes tous les ans montre bien l'attrait de ce métier. Et on fait ça, les gens qui embrassent cette profession, on sait très bien qu'ils ne le font pas pour l'argent. De nouveaux photographes qui se doivent d'être au plus près du terrain, c'est ce qu'a rappelé le maire de la ville. Mais c'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Moi, vous savez que je ne prends plus, depuis la mort de Rémi Hochlik, je ne prends plus en considération des photographes indépendants qui partent sur des terrains risqués sans avoir la garantie d'un magazine. Vous savez, je prends toujours l'exemple de Joao Silva. Joao Silva, il a sauté sur une mine en 2012. Il a eu les 2 jambes coupées. Il a eu 97 opérations. Il est resté en chambre stérile, le ventre ouvert pendant 2 mois. Parce que le ventre avait été... S'il n'avait pas eu l'assurance du New York Times, ce mec serait mort. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre pour vous faire remarquer. Regardez dans ces dernières années, dans ces 20 dernières années, pour moi, les 2 histoires majeures, Stéphanie Sinclair, les petites filles qu'on marie trop tôt, elle n'a pas pris un risque, et Waris Personnel de Eugene Richards, qui est un des plus beaux réquisitoires contre la guerre en Irak et en Afghanistan, sans quitter les États-Unis. Donc il n'a pas... Et pourtant, c'est des histoires qui feront date dans l'histoire de la photographie. Il faut reconsidérer alors ce métier qui existe. Mais non, il ne faut pas le reconsidérer, mais il faut simplement travailler plus sur l'originalité des sujets. Par exemple, si on prend le travail d'Andrea Bruce sur les toilettes à travers le monde, je trouve que c'est une histoire, moi j'avais jamais vu ça. Et c'est vachement... C'est fait super intelligemment. Malheureusement, Andrea ne sera pas avec nous parce qu'elle accouche cette semaine-là. Mais... Et que dire alors des photographes et des journalistes qui sont dans des pays, je pense, comme la Russie, ou des pays où la Chine, où la liberté d'expression et de la presse est quand même mise à mal. Oui, mais enfin, si vous voulez, on est quand même dans une époque où Monsieur Trump dit que la presse c'est les ennemis. Monsieur Macron dit que les journalistes ne cherchent pas la vérité. Pendant la dernière présidentielle, on a assisté à une mise à mort en règle de la part de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon. Et donc on disait, Macron il n'a rien dit, maintenant il se réveille, il déteste la presse. Donc on est quand même dans une époque. Si en France on commence à dire que les journalistes ne cherchent pas la vérité, on a quand même du souci à se faire. Comment vous avez fait au milieu des milliers de photos que vous avez exposées depuis 30 ans pour en choisir 30 pour une exposition cette année? Des coups de cœur, des choix, on a choisi des photos en fonction de la photo, du photographe ou de l'histoire qui nous lie à ce photographe ou à cette image. Donc ça a été difficile puisqu'on a 39 photos dans l'exposition. Et alors qu'on a fait un peu plus de 850 expositions, c'est difficile de n'en avoir retenu que 39. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas les portraits. Par contre, est-ce que vous pourriez faire un portrait robot entre guillemets d'un photojournaliste? C'est quoi? C'est un jeune? Non, je peux pas faire de portrait robot. Je peux pas faire. Trop divers. Mais ils sont trop divers. On a des gens qui étaient architectes, on a des gens qui étaient dentistes, on a des gens qui étaient tourneurs-fraiseurs, on a des gens qui étaient économistes, on a des gens. Donc après, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des. Beaucoup, je pense, oui, mais je crois que c'est surtout une volonté de témoigner du monde dans lequel on vit. Vous l'avez dit aussi cette année, l'USAP et les Dragons vont s'inviter dans cette 30e édition. Oui, on va faire quand même un petit clin d'œil. C'est aussi la force de réaction de Visa et la vitesse de réaction de Visa. On va faire un petit clin d'œil. Attention, je ne vais pas en faire un quart d'heure, hein, mais on va saluer la victoire des Dragons et le retour de l'USAP en top 14. Et puis Visa sera à Paris aussi pour le coup. Et alors Visa sera à Paris à la Villette le 15 et 16 septembre pour 2 soirées de projection. Vous en verrez une partie tous les soirs. On va en fin de projection. On va vous montrer 1 ou 2 sujets qu'on a choisis, alors pareil, de façon complètement arbitraire, des sujets qui nous ont marqués, des projections qu'on a envie de revoir et qu'on reverra à la Villette le 15 et 16 septembre. Et s'il y avait une émotion durant ces 30 ans, laquelle serait-ce? Qui vous a marqué, pour laquelle il y en a eu plein? Il y en a eu plein. Je veux dire, pardonnez-moi, mais c'est une question aussi bête que de me demander ma photo préférée dans l'histoire du journalisme. C'est impossible de répondre ça. Des émotions, j'en ai tous les jours. Je veux dire, ma rencontre avec Mohamed Abdiwab il y a 3 ans,
ma rencontre à l'avenue de Maculin il y a 5 ans, la conférence qu'on avait organisée sur comment photographier la guerre, avec John Morris qui est mort l'année dernière, avec David Douglas Duncan qui est mort en juin à 102 ans, avec Yuri Kozyrev, c'était un moment unique d'émotion. La rencontre entre Haldane et Rosenthal en 1995, c'est inoubliable. L'arrivée de Alfred Eisenstadt en 90, c'était miraculeux. Alberto Corda qui arrive en 89 avec son fameux portrait du Che Guevara, c'était un moment où j'en ai encore la chair de poule. On va y passer la journée et la nuit, hein, si vous voulez toutes mes émotions. Donc, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2000, on avait fait une exposition sur le train funéraire de Bob Kennedy par Paul Fusco, cette expo que Arles a représentée cette année et la presse a dit que c'était la découverte d'Arles, alors que nous on l'avait fait en 2000, mais ça les journalistes avaient un peu oublié. Et Paul Fusco, donc c'est un monsieur très important de chez Magnum, et je l'avais mis dans un déambulatoire au couvent des Minimes avec des cadres noirs parce que je voulais donner l'impression qu'on était dans le train et qu'on défilait. Et quand il est arrivé, Sylvie Grimbach m'a dit Fusco est parti voir son expo. J'ai foncé au couvent des Minimes parce que tout le monde m'avait dit je ne te rends pas compte, exposer Fusco dans un couloir, il va très mal le prendre et tout ça. J'étais derrière lui, comme il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Et je le regardais découvrir son exposition. Puis arrivé à la fin de l'expo, le mec de Magnum à Paris, Jean-Bernard Morel, se retourne et lui dit Paul, je te présente Jean-François Leroy. Il m'a attrapé, il m'a embrassé sur la bouche en me disant toi, tu as compris mon travail. Ça, c'est une émotion.